Love de Bob Marley. Là, tu vas écouter le premier album là de Introduction, je ne sais pas quoi là. Le premier album de Terence Trent D'Arby. D'ailleurs même je remercie la personne qui m'a fait découvrir Terence Trent D'Arby. Elle se souvient plus de moi. Même quand je la vois, elle ne se souvient plus de moi parce que bon voilà. Mais hein, tu dis? Elle fait semblant. Non, elle se souvient pas de moi. Elle se souvient pas de moi parce que j'accompagnais mon ami guitariste à l'époque. Et ok. c'est lui qui était turc et tout, mais elle peut pas se souvenir de moi. Elle peut pas se souvenir de moi. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir Terence Trent D'Arby et c'est elle qui m'a même fait m'intéresser à George Michael. Si je m'intéresse à George Michael, c'est grâce à cette femme-là. Et c'était l'ancienne back vocaliste. Oui, c'est elle qui m'a fait découvrir Terence Trent D'Arby. Elle m'a fait découvrir Terence Trent D'Arby, elle m'a fait découvrir Lewis Taylor. Céline de Maitreya, c'est génial. Tu dis? Céline de Maitreya, c'est génial, mais vraiment Michael Jackson, hein, c'est le truc là qu'il dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il racontait sur Michael Jackson? J'ai même pas vu la vidéo que tu m'as envoyée là. La vidéo, c'était un article. Tu sais, bon, il était aussi arrogant à l'époque. Hein. Trent D'Arby était insupportable. Hein. Après, il a eu, je sais pas, il a eu une épiphanie. Il a eu une vraie épiphanie. Il a eu une vraie épiphanie après dans sa carrière et tout. Il est parti en Inde, il a changé de nom. Mais Sananda, c'est pas son vrai nom? Non, il a changé. Non, mais je crois que Terence Trent, c'était son nom de scène et puis il a changé de scène. Je pense, c'est son nom. Attends. Sananda Mandrea et autres, tout, c'est quand il a commencé. Accused later by a beat with trying to ruin his career. Who best now? Ah, c'est un nouveau? C'est un nouveau? Ouais. Ah, c'est un nouveau? Oui. Ah, c'est un nouveau interview? c'est comme ça que je l'ai découvert. Ah, ça, c'est une nouvelle interview, ça. Ça, c'est pas... le gars, là, à l'époque, là, les femmes pouvaient mourir sur le soso, là. Ouais, ça se voit. Oh! Mais même aujourd'hui, ça se voit. Bon, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, là, ah non. Comme il a gardé ses locks et tout ça. Non, à l'époque, là, c'était fou. Merde! C'était même pire que Prince, hein? Lui. Ah, lui. Ah ouais? Lui et Lenny Kravitz, parce que c'était les deux qui montaient à l'époque, là. C'était lui et Lenny Kravitz. Les deux? Ah, je suis né au mauvais moment. À l'époque, les filles traînaient pour les drags comme ça. Pour les véritables génies musicaux, quoi. Enfin, à l'époque, elles pouvaient aimer un gars, mais c'était pas un tocard, quoi. Tu pouvais dire oui, ça. Tu vois, par exemple, une femme qui kiffe Sandra Mandrenia ou Trent D'Arby ou Sandra Mandrenia, comment on l'appelle maintenant. Moi, ça me dérange pas. Je dis ok, oui. C'est quand vous commencez à aimer les tailles que je dis non, ouais, vous êtes des tocards. Ça va, tu vois. Oui, une femme qui craint pour Bob Marley. Bah, c'est cool. Moi, je valide. Si tu commences à kiffer Playboy Carty, c'est là où je dis, va te faire foutre, quoi. Tu vois, quand c'est un artiste. Ah, son vrai nom, c'est Terence Trent Howard. Ah, Howard, pas D'Arby, hein. Ok. Il s'appelle Terence Howard. Ah non, il a changé son vrai nom à Sananda Maitreya. Donc son nom à la naissance c'est Terence Trent Howard. Il a changé ça à Sananda Maitreya. Ok. Ah, dans Michael a fait du Drake. Non. Oui. Il a fait du Drake sur lui, quoi. Tu ne connaissais pas cette histoire-là? Parce qu'il n'a jamais avoué. Parce que il voulait se concentrer à la musique à l'époque.
et parler aux presse à propos de ce genre de choses-là, ça pourrait être dangereux pour sa carrière. Et puis, ses enfants ont commencé à aimer la musique et leur inspiration, c'était Michael Jackson. Donc, ils ne voulaient pas détruire le monde. Ouais. Ouais. I had to deal with that bitch. Parce que lui, là, c'est ça qui était fascinant avec lui et Prince. Sandrana Mandrena et Prince. C'est que les gars, ils avaient une image métro, mais ils étaient très gangsta. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Allô? Tu dis? J'ai dit, Terence D'Arby et Prince. Ils avaient une image métro, mais ils étaient très gangsta quand on les connaissait. Même dans le clip là, des Sign Your Name, il est en moto avec un jacket de leather. Gangsta, les interviews, la voix grave, le truc. Je me rappelle une interview chez Arsenio Hall où il disait qu'il y a une volonté de casser un peu la masculinité noire à la télévision, qu'on veut toujours privilégier des gars qui ont mon profil, ou le profil de Prince, ou le profil de Michael, parce que ça plaît à l'Amérique blanche. On ne veut pas mettre, par exemple, des gars comme Seal, un peu, tu vois un peu ce qu'il dit. À l'époque, hein, je parle de 91, hein, et c'était un mec qui, quelque part, avait une image androgyne, hein, mais le mec, il était très gangsta, le gars. Très. Prince, et lui, alors Michael, bon, il était un peu, Michael, c'est un filou. Michael, ça se voit qu'il voulait. Bad, c'est mon album préféré de Michael Jackson, mais la présentation de tout ça, c'est du phony. Oui, non, Michael, c'est un filou. Michael, il te fait un truc, c'est sneaky, tu n'as rien vu. Et t'es au Prince, lui, il vient, les straight to the face, il te dit direct, tu vois un peu. Tu vois, les autres, il vient, va te dire, il te vient straight to the face, te dit, hey, toi, t'es un con, je vais te casser la gueule, Terence D'Arby, pareil. La même énergie. Michael, il était un peu plus sneaky. Alors qu'il vient de Gary, Indiana, hein. Mais il était sneaky. Oui, mais il a quitté Gary, Indiana la famille a quitté Gary, Indiana quand il avait 8 ans, mais lui, il a quitté, il est parti en tournée, il a quitté Gary, Indiana à 6 ans. Ça ne compte pas. C'est même pire que J. Cole, parce que J. Cole a toujours les mémoires les mémoires proches du ghetto. Terence D'Arby, Prince, Michael, Lenny Kravitz, c'était un peu les 4 gars, les 4 entités des années 80, ces gars-là. Des fins des années 80. Parce qu'on voulait déjà remplacer le Prince et Michael. On voulait les remplacer par Lenny Kravitz et Terence D'Arby. Et Terence D'Arby, le mec, il était sûr de lui, hein. Le mec, son premier album, là, le Introduction et tout, Airline the Hood, le Coco dit, son album là, c'est la plus belle chose qui est arrivée depuis Sgt. Pepper de Beatles. Le boy, il avait des balls. Il dit, mec, t'as comparé ton album à Sgt. Pepper. Les Beatles, bon, pour les gens qui ont suivi les Beatles, Sgt. Pepper est le plus grand album. Bon, il y en a plein, mais ça, c'est vraiment l'album ultime des Beatles, quoi. Ceux qui ont suivi les Beatles. Et les Beatles, c'était de la bonne musique, mais ils sont un peu mythes pour moi. Ah, ils étaient bien, hein. Même si c'est vrai que, bon, perso, je préfère les Beach Boys que les Beatles. Je trouve toujours que, en termes de composition musicale, d'écriture. Musicalement, le Beach Boys sont mieux, mais je n'aime pas leur son non plus. Moi, je préfère les Beatles. Je préfère les Beatles. Non, moi, je préfère largement les Beach Boys. Par exemple, Pet Sound, c'est fondamentalement plus brillant que Sgt. Pepper. Pet Sound est largement plus brillant que le Sgt. Pepper. Brian Wilson, c'est un incroyable compositeur par rapport à Paul McCartney et l'autre coucou, hein. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'autre là?
John Lennon, hein. John Lennon même, c'est pas vraiment un grand compositeur, mais je pense que c'est un grand songwriter. Pour moi. Grand songwriter. Paul McCartney, je trouve, Perso, hein, c'est ça. c'était. Paul McCartney, c'est mon préféré des Beatles, mais je crois que le plus talentueux, c'était George. Pour moi, des Beatles, le vrai talent, c'était George Harrison. Le jour, Même si la voix de George Harrison, je n'ai pas la voix non n'est plus pas aussi agréable que celle de Paul McCartney, par exemple. Mais George Harrison, c'est pour moi celui qui était, j'ai même lui qui a apporté une diversification un peu dans, par exemple, Sgt. Pepper, pour moi, c'est George Harrison, hein. Parce que c'est lui qui les fait commencer à partir en Inde. Le délit de l'Inde qu'ils ont eu là. C'est George Harrison, hein. C'est pas Paul McCartney et tout. C'est George Harrison et autres et tout qui avait un peu ce truc sur l'Inde et autres et tout. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des trucs sur l'Inde, quoi. Tu vois un peu. Parce que le vrai gars, pour moi, le vrai créatif, c'était George Harrison. Et le jour où j'ai compris que George Harrison était vraiment génial, c'est quand j'ai suivi All Things Must Pass, son album là. J'ai dit, pour moi, c'est le meilleur album solo d'un membre des Beatles. C'est au-dessus de tous les albums de Paul McCartney que j'ai suivis ou des albums de John Lennon, tu vois, un peu. Que j'ai suivi, que j'ai la chance dessus, même si j'ai pas suivi toute leur discographie et tout. Mais All Things Must Pass, c'est largement meilleur que les albums solo hein, de trucs. Et je vais même avouer, l'album de John Lennon que je kiffe et tout, c'est l'album qu'il a avec Yoko Ono, là, le Plastic Ono Band. L'album de John Lennon que moi je kiffe. Le reste là, et autres et tout, pour moi, George Harrison était largement meilleur. All Things Must Pass, c'est le meilleur album solo d'un membre des Beatles. Largement au-dessus de tous ces gars. J'ai jamais eu la patience de suivre la musique de John Lennon après que j'ai découvert. Profondeur. À l'époque où je crois que c'était les années 2011 comme ça. Un peu sur les Beatles, un peu comme ça là, les White Album, le dernier album là, Abbey Road, Sgt. Pepper. J'ai un peu exploré plus ou moins les grands. J'ai commencé sur le White Album, j'ai quitté, mec. C'était le plus ennuyant truc que j'ai jamais écouté. C'est mon ami qui m'a recommandé. Il dit, mec, ne m'envoie plus jamais de Beatles, mec. Ça, c'était bon. J'ai même pas fini l'album. Vous savez que en termes de, franchement, de psychédélique rock, je recommande beaucoup Love, à écouter d'Arthur Lee. Je recommande, des groupes un peu plus obscurs. The Kings, c'est mieux aussi. The Kings, c'est mieux que les Beatles. Mais il y a beaucoup trop de bandes qui sont mieux que les Beatles. Les Beatles, je n'aime pas au début. Il y en a vraiment eu beaucoup. Là, les trucs m'épatent parce que tout ce que j'ai suivi, tu vois, un peu. Je peux pas donner tout ce que j'ai suivi. À un moment donné, j'étais un peu à la psychédélie rock. Donc, je peux pas tout me souvenir des groupes, même obscurs. Il y a même le mec là, c'est Van Dyke Parks, qui pour moi aussi un incroyable compositeur qui a participé même à la composition des albums de Brian Wilson, je pense. Je pense. C'est aussi mieux que les Beatles aussi. Harry Nilsson, c'est un incroyable compositeur aussi. Harry Nilsson wow. Tu vois, il y en a plein, hein. Moi, il y en a plein que je mets devant les Paul McCartney et autres. Maintenant, c'est eux qui ont su capturer à l'époque, tu vois, un peu. Et qui ont su capturer ces trucs, mais en termes de musicalité forte, il y a plein de gars qui sont beaucoup plus intéressants, hein. Beaucoup plus intéressants que c'est pas pour faire le hipster, mais Beatles et autres, tu t'arrêtes juste aux Beatles et autres et tout. Tu loupes beaucoup de choses, hein. Tu loupes vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment des groupes pas connus, même, comment il s'appelle, là, Big Star. Je sais pas si tu connais Big Star. Non. Big Star, c'est le groupe d'un gars qui s'appelle Chris Bell. Il est mort aussi à 27 ans dans là. Les gars de 27 ans là, il est aussi là dedans. Chris Bell, Big Star, c'était largement meilleur que les Beatles. Tu écoutes l'album là où il y a l'étoile jaune là, j'ai oublié le titre. C'est largement meilleur que tout. Chris Bell, moi aussi, c'est meilleur que Paul McCartney, John Lennon et tout, hein. Bah, il y a des gars qui sont brillants. Il y en a plein comme ça. Plein. Il y a vraiment des groupes qui ont eu beaucoup plus de virtuosité, beaucoup plus de
le truc que les mecs que vous connaissez, hein. Il y a vraiment beaucoup de gars qui ont été brillants, quoi. Vraiment des gars brillants. Donc, les Beatles, c'est bien, c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Il y a eu mieux. Il y a vraiment eu mieux. Maintenant, ils ont su capturer les trucs bien à eux, mais c'est comme Led Zeppelin, tu vois, un peu. C'est obvious, mais il y a eu mieux, quoi. Il y a vraiment eu mieux. Quand tu commences à creuser les groupes un peu là qui n'ont pas eu le succès là. Par exemple, Pink Floyd, tu kiffes et tout. Mais il y a quand même des trucs. Manguma, c'est bon, hein. Comment il s'appelle encore? Ils donnent de bons sons, mais en fait, ils ont quand même des grands albums. En fait, c'est les fans. En fait, c'est it's too formulaic. Like once you hear one Pink Floyd song. Est-ce que tu as suivi quand Barrett était le leader ou quand David Gilmour est le leader? Mec, je connais pas les membres de Pink Floyd. C'est juste que when you hear one Dark Side of Moon, when you listen to one Pink Floyd song, let alone 10, you've heard them all. Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Un Manguma, c'est complètement différent de Dark Side of Moon. Même si tu vois un peu des albums qui étaient sortis un peu avant avec Syd Barrett, un peu qui était le leader de base. Tout David Gilmour, qui est devenu le leader du groupe avec The Dark Side of Moon et tout, il a un peu rendu le truc, je dirais pas commercial, mais plus accessible, même si c'était génial, The Dark Side of Moon. Mais c'était plus accessible. Un Manguma aussi, c'est génial. Même l'album où il y avait le film, là, c'était The Wall ou je sais pas quoi, là. Non, Pink Floyd, c'est pas de la dope. C'est pas de la dope. Et il faut même pas commencer à faire les trucs, ouais, c'est de la dope. Non. J'aime par exemple les albums solo des mecs, les Roger Waters et tout. David Gilmour même d'ailleurs, c'est le même qui a découvert Kate Bush d'ailleurs. Même lui qui a... Oui. D'ailleurs, c'est Jaden Smith qui m'a fait découvrir Pink Floyd. Ah, ça c'est bien ça. Merci à sa mère. Ouais. Il avait samplé un de leurs sons. Merci à sa maman. C'est sa maman qui l'a fait. Parce que c'est sa mère qui est sa mère la widow de la famille. Non, les Pink Floyd c'est bien. Faut pas cracher dessus. Les Pink Floyd. Je crache pas dessus. Non, c'est de la bonne musique. Je sais que tu craches pas. Hein. Je vois un peu ce que tu veux dire. Mais il y a les trucs. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je résonne beaucoup plus avec King Crimson ou Soft Machine. Soft Machine, par exemple, de Robert Wyatt. Eux, ils étaient encore beaucoup plus. Par exemple, quand tu écoutes l'album Thor de Soft Machine, tu dis ok. Bien même l'autre groupe de Robert Wyatt, Martin Mull. Ça c'était aussi le truc. C'est parfois un peu même meilleur que les Pink Floyd ou bien même encore des groupes un peu comme Slap Happy. C'est vrai que c'est plus expérimental que les Pink Floyd. Déjà Pink Floyd pour moi c'est pas trop intéressant, mais maintenant les fans de Pink Floyd ils me découragent même d'écouter la musique. Non, c'est vrai qu'il y a les fans normies, après il y a ceux qui connaissent vraiment, ça dépend aussi de tout. Par exemple, j'ai un pote, tu vois, un peu qui est comme quelqu'un comme Jacob de Sociodelic, soit Jacob ou bien sa femme, s'ils mettent Pink Floyd, ils commencent à m'expliquer, je vais écouter. Parce que eux ils écoutent à la profondeur, ils n'ont jamais joué un son de Dark Side of the Moon devant moi. Non, mais quelqu'un te dit qu'il a écouté Dark Side of Moon, mets-toi de côté, c'est un normiste des Pink Floyd. Même si c'est peut-être leur meilleur album, c'est la bonne musique. Oui, mais c'est l'un le plus connu, mais et tout. S'il te parle de On Manguma, c'est là où tu vas dire ok, tu vas commencer un peu à checker. Mais s'il te parle de Dark Side of the Moon, laisse tomber, frère, c'est un normiste des Pink Floyd. C'est les fans normistes. C'est les fans normistes. Ils étaient Critics of Sky, ça s'arrête. Mais non, les autres là qui sont dehors, oh Pink Floyd, the best band ever, shut up. Oui, ça c'est les normistes. Shut up. Ils ont écouté Dark Side of Moon, ils se sont arrêtés là-bas. Eux ne checkent pas. C'est quand tu entends les gars te parler de On Manguma ou des albums avant avec Syd Barrett. Déjà, quand tu parles de Syd Barrett aux fans de Pink Floyd, là, les normistes, ils connaissent même pas. Ils connaissent pas qui est Syd Barrett. C'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de la musique et autres.
C'est les mêmes gens qui savent pas que Jefferson Airship et Jefferson Starship, c'est la même groupe. C'est ça. Non, les normies, tu les checkes pas. Quand ils commencent le délire là, tu dis, oh, ok, tu te tais, tu peux. Quand ils commencent le délire là, ouais, bon, moi, j'ai des codes pour les détecter. Ah ouais, j'aime Dark Side. Je dis, ok. tu dis, oh ouais, ok. Tu t'arrêtes de parler, quoi. Evan Normies, c'est comme un peu les mecs qui te disent to pack all eyes on me, tu vois, un peu. Tu les mets comme ça, tu dis, bon, allez dormir, quoi. Allez dormir, gars. Les fans Normies, pas trop essayer de les comprendre, quoi. Sans vouloir être trop méchant. Manguma et tous ces genres de personnes. C'est ça, tu vois, un peu. C'est comme un peu les... Il y a plein de normies comme ça. Les normies, tu les checkes. Les normies, tu essaies pas trop de comprendre. Est-ce que c'est élaboré? Non, c'est pas élaboré, frère. C'est pas élaboré, c'est pas truc. Maintenant, le public aime. Si le public aime et qu'il a du succès et qu'il se fait de l'argent et qu'il le truc, tant mieux pour lui, hein, tu vois. Tant mieux pour eux, les gars. C'est bon. Ça. Vivre de sa musique et manger. Bravo, les mecs. C'est aussi c'est pas facile de le faire. Ne vous comparez pas à des gars qui ont tenté des choses. Tu vois un peu. Ouais. Ne vous comparez pas à l'État. Restez à votre place de truc consommateur. Tu as dit, moi, ce qui me dérange souvent avec certains artistes, c'est qu'ils n'acceptent pas leur place. Si tu acceptes ta place d'être un gars qui fait le truc et qui a le succès, et tout. Moi, ça me va, hein. Et c'est quand tu veux commencer à nous expliquer que non, tu fais tout ce que tu... C'est expérimental, c'est truc. Non, frérot, non. Non. Non, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas du tout là-bas. Tu n'es pas là-bas, n'essaye pas. N'essaye pas de nous vendre quelque chose que tu ne connais pas. Et oui, il y a des mecs comme nous, là, qui suivons la musique, là, sans vouloir faire un peu du truc, que non, on va te call out. Quand tu vas parler comme ça, on va dire non. Comme les Anthony. Non, mais... Comme les Anthony, ils call out les J. Cole. Ou les Big Sean. On va dire non. On va dire non, vraiment mentir à tes fans, mais pas non. Tu vois un peu. Mec, ça m'a beaucoup étonné comment les gens mettaient Big Sean dans la conversation. Vas-y, je dis, va étonner les autres. Va étonner tes fans. Mais si tu as des fans qui t'écoutent là et autres et tout. Good for you, nigga. Good for you. Mais ne me demande pas qu'on te mette dans des positions que tu n'es pas, frère. Je ne veux pas faire comme si tu es Mos Def. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Qui? J'ai dit, je ne veux pas faire comme si tu es Mos Def. Tu ne l'es pas. Mais tu parles de quel rappeur? De J. Cole? J'ai pas de Big Sean, j'ai pas de J. Cole. Non. Rien de votre discographie mathématique, vous n'avez pas. Vous n'avez pas Bro, un seul album de tu m'as vu poster mathématiques dans mes notes. C'est pour ça que mathématiques, c'est un son de lourd mathématiques. J'adore ce son. Vous n'avez pas statique dans votre album, dans votre discographie. Vous n'avez pas ça. Et statique même est considéré même pas comme son. Vous n'avez pas des trucs comme ça. N'essayez pas. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas dans cette conversation-là. Reste là avec tes fans. Ils sont nombreux, appréciés. C'est pour ça que je kiffe les 2 Chainz. C'est pour ça que je kiffe les Future. Ils se prennent pas pour d'autres.
C'est possible que tu es Future. Ils se prennent pas pour Future, ils se prennent pas pour un autre. Il n'a jamais dit qu'il est le goat de quelque chose. Il n'a jamais dit, oh, je suis ceci. Il a dit, non, je suis un hitmaker de feu. Et c'est qui il est. Et il assume. Et Drake, il devrait être comme ça. Hein? Drake, il devrait être comme ça. C'est comme ça que Drake devait rester. Au lieu de nous fatiguer à chercher des gros statuts, des trucs, fuck. Tu es pop, Mec. accepte-le, et tu as une branche dans les blancs, mon truc, il reste tranquille, tu es même pas Eminem, ferme ta gueule, frère. Les narratifs là, ça nous a fait voler Big Crit, ça nous a fait voler Wale, ça nous a fait voler beaucoup. Non, c'est pour ça que je dis, gars, restez, faites pas chier les mecs, faites pas chier. Tu n'es pas dans cette dimension-là. Tu n'es pas dans cette dimension-là. Assume la dimension dans laquelle tu es. Assume ton rôle. C'est comme si tu demandais, oh, Inzaghi, je vois au début, ça m'énerve qu'on me compare pas à Van Basten. Enfin, tu vas Van Basten, tu joues pas comme lui. Tu vois, je fais ce que Van Basten fait sur le terrain, le truc, tu peux revenir derrière au milieu de terrain, et tout, construire le jeu comme il le fait. Non, mais non. C'est la même chose que certains gars là veulent faire, et c'est là où on les call out, et ici, ils commencent à se fâcher. C'est tout. Quand on lui dit ça, on dit, tu es... Nico, je comprends, mais Big Sean va faire quoi dans la conversation là? Big Sean va faire quoi dans la... Big Sean n'est jamais une conversation de truc. Je n'ai jamais entendu un bon verset de Big Sean. Dans quelle conversation on va le mettre? Non, mais arrêtez. Et c'est comme ça qu'il y a des groupes. Sum 41. On va pas faire que Sum 41, c'est Radiohead. C'est pas pareil. C'est pour ça que je kiffe les gars de Coldplay. Ils se prennent pas pour d'autres. Ouais. Ils se prennent pas pour d'autres. Ils disent non, moi je ne suis pas les héros de tout Radiohead, ils sont meilleurs. Moi je veux seulement être populaire et faire ma musique. Oui. On applaudit Chris Martin. Oui, moi je te valide. Et regarde. C'est ce que je demande à les artistes là tout le temps. Restez à votre place, assumez votre place. Vous êtes tellement narcissique que vous voulez qu'on vous suce la bite sur tout et que vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des génies absolus, alors que parfois vous ne faites que de la daube pour le grand public. On ne peut pas le faire. Il y a des gars qui suivent en profondeur la musique et autres tout qui vont pas le valider. On va pas le valider, frère. On va pas le valider, il y a des gars et vous commencez à dire, oui, ce sont des snobs, hipsters. Non, ce sont des mecs qui prennent le temps de suivre vos conneries. Déjà, ils prennent le temps, ils font quelque chose que souvent vos fans ne font pas, c'est-à-dire suivre vraiment ce que vous faites. Ouais. Vos fans ne font même pas ça. Vos fans sont là-bas, et autres et tout, suivent votre popularité, ou autres et tout, et autres, et ils tirent même pas votre musique. Nous, on suit la musique. Il y a beaucoup de rappeurs ici en Liverpool qui dépassent son niveau. Mais j'ai pas besoin de le dire. Non, c'est pas ça, quoi. J'ai pas besoin de le dire parce que there's a higher purpose that you can serve by making music. Donc, quand on ne vient pas venir m'expliquer, non, pourquoi tu... Non! Fuck non! Fuck non! Moi, ce que je les demande, c'est quoi on les dit. Je peux comprendre que la critique peut faire chier. Et tout, oui. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, quand il s'appelle, Coldplay va pas se comparer à Sunky Moon. Musicalement. Non, ils font pas la même chose. Ils font pas la même chose. Et ils avouent. Ils avouent. Ils disent non, moi, j'essaie de pomper, mais j'essaie de faire de la même. Mon but, c'est de devenir un groupe populaire. Tu vois le premier concert qu'ils font. La première vidéo où Chris Martin dit Coldplay va devenir le groupe le plus populaire au monde. John Buckland, Chris Martin, world champion and Guy Berryman, Aka the Coldplay
Coldplay are going to go on to be such a huge band. This will be on national television within 4 years. 4 years. It's now the 26th of June 1998. By the 26th of June 2002, the Coldplay, or the band, whatever they're called then, will be known just all over, man. We're going to be so big. Vous allez voir, Coldplay, moi, ce que je dis, c'est la popularité. Dieu sait que Radiohead est meilleur que nous, mais moi, je me fous de ça. De Strokes, et autres et tout, je sais qu'ils sont meilleurs que nous. Mais moi, je veux de la popularité. Je veux partager avec le plus grand public. Je veux que moi, ma musique, ça soit une fête. Et je te respecte. Je vais jamais... Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, je ne dénigrerai jamais Coldplay. Mais non. Le jour où j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai dit, je ne dénigrerai jamais ces mecs-là. Mais ils peuvent faire la musique pop sucré que tu veux, frère. Pop sucré, je te souhaite même du succès, frère. Parce que... Maintenant, il faut inverser. Il y a des gens qui sont meilleurs musicalement que leur rival. 1000 fois. Ou que les gens disent que c'est le rival. Mais ils sont trop perdus dans la perception des gens qu'ils ils perdent beaucoup parce qu'ils veulent toujours montrer qu'ils sont meilleurs. Et je vais dire que c'est le Brian Jonestown Massacre. Brian Jonestown Massacre. Bon, j'ai écouté la musique de Brian Jonestown Massacre, mais je dois t'avouer que je ne connais pas toute leur histoire. Je connais. Brian Jonestown Massacre et les Dandy Warhol sont alliés pour toujours. Ah, ce sont des rivaux, hein? Ouais. Ah, ça, je savais pas ça. Je sais que le band, il y a un film. Un vieux groupe, mais je savais pas qu'ils étaient rivaux. Ils sont du même génération de Dandy Warhols. Je sais qu'ils étaient un vieux groupe, mais je savais pas que c'était jusqu'à... Mais non, pour les hipster normies, Brian Jonestown Massacre, Radiohead, Dandy Warhols, Coldplay. Mais si tu me demandes moi personnellement, oui, Brian Jonestown Massacre, musicalement, ils sont des hauts niveaux de Dandy Warhols. Parce que les Dandy Warhols, ils savaient pas vraiment jouer quand ils ont commencé. Ils savaient pas vraiment jouer quand ils ont commencé. Mais ils avaient l'oreille pour faire du bon chanson. Good songs, good, catchy songs, good choruses, good verses, de bonnes choses. Mais Brian Jonestown Massacre, ils savaient jouer, ils jouent très bien. Et ils arrangent très bien aussi. Et Brian Jonestown Massacre, le Anton Newcombe, le gars principal, il a beaucoup adoré. Brian Jonestown Massacre, ils sont de San Francisco. Les Dandy Warhols sont de Portland, Oregon. Les Dandy Warhols, ils ont fait sortir leur premier album indépendant. Dans un label indépendant, pas complètement indépendant. Et le gars de Brian Jonestown Massacre, il a trouvé ça, il dit ouais, c'est bon ça, ouais. Ouais, il faut qu'on link. Ils ont link, ouais, c'est bon. Ils ont fait des concerts ensemble, ils ont fait des tournées ensemble. Dandy Warhols, ils ont signé à Capitol Records. Brian Jonestown Massacre, il continue indépendant parce qu'il y a certaines situations, il y avait certaines situations qu'il pouvait signer, mais il voulait faire quelque chose de plus authentique. Il n'aimait pas le music industry, on va dire. Courtney de les Dandy Warhols, il pense qu'il a trouvé son single, donc il montre ça au gars là de Brian Jonestown Massacre. Maintenant, le premier album de Dandy Warhols, c'est vraiment shoegaze, indie rock. Le single qu'il a montré c'est même filmé, tu peux trouver ça sur YouTube. Il y a un film, il y a un documentaire qui a été... Le documentaire est un peu coupé pour être dramatique, mais c'est pas aussi dramatique que ça. Mais quand il a montré le son là, Not If You Were the Last Junkie on Earth, au gars de Brian Jonestown Massacre, ça se voit que le gars il était un peu standoffish parce que le truc c'était du Brit rock, c'était du Brit pop. I never thought you'd be a junkie because everything is so passé. Et depuis lors,
depuis le premier album de Dandy Warhols, il n'y a jamais eu un album de Dandy Warhols que le gars a aimé. Jusqu'à aujourd'hui, il se moque de eux. C'est vraiment pas cette histoire-là. Je connaissais pas du tout. C'est juste, et quand je dis jusqu'à aujourd'hui, je n'exagère pas. En janvier, le magazine de musique ici en Liverpool, ils ont commencé leur podcast. Et leur première guest, c'était Anton Newcombe de Brian Johnson Massacre. Il stoppe ici à Liverpool beaucoup de fois. Et il parlait dans leur interview. Et puis à un moment donné, il dit, and you know, we're still going strong, putting out new albums and everything, and performing. The Dandy Warhols nowadays, they're just the greatest hit band, whatever. Wow, histoire un peu. Je sais plus quel groupe aussi il y avait une rivalité comme ça. Là. Je crois qu'Oasis aussi, ils avaient un groupe qui était rival, mais je ne sais plus lequel. Je sais pas si c'était de Stone Roses qui étaient les rivaux d'Oasis. Ah, ça aussi, c'est un truc aussi que j'aimerais dire. Souvent, les groupes les plus créatifs et tout, souvent les groupes les plus créatifs et tout là, ça finit jamais bien là. Ça dure pas souvent longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début, le Brian Johnson Massacre, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas encore analysé jusqu'en profondeur pour voir un peu. C'est la bonne musique. J'avais suivi un album là. Je suis vraiment pas creusé avec eux. Vraiment. C'est de la bonne musique, mais la qualité, c'est à peu près la même. Le mixage, la procédure du mixage, c'est à peu près la même. Les structures de l'album, c'est à peu près la même. Le live show, c'est à peu près la même. Mais les Dandy Warhols, il n'y a pas de Dandy Warhols albums qui sont la même. Ils cherchent toujours quelque chose de nouveau. Mais ils sortent pas trop de leur zone que they're unrecognizable. Donc moi je trouve que les Dandy Warhols sont un peu plus curieux musicalement que le Brian Johnson Massacre. Honnêtement, le Johnson Massacre, ça a l'air des hipster snob un peu. Mec, Brian Johnson Massacre, c'est le band pour le gars qui disent que new music is not good. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des gars comme ça. Brian Johnson, j'adore leur musique. J'avais quelques opportunités pour raconter Anton Newcombe, mais je pense pas que je veux le faire. Touré qui a une nouvelle carrière, une carrière YouTube. Carrière YouTube, TikTok, rap laté. Ah, Touré, le gars ne blowjob personne, hein, frère. Qui ça? Touré. Depuis que je connais Touré, il n'a jamais blowjob les boys, mon frère. Hein? Touré, c'est vraiment pas un mec qui blowjob. Touré pour Jay-Z, c'est Elliot Wilson pour Drake. Tu ne peux rien dire de Touré sur Jay-Z. Jay-Z is the goat for lui. C'est quoi encore Glass Ballon de Vlad TV là? C'est encore un bif débile. On a l'impression que un DJ Vlad ou Vlad Week. Aïe. Glass Malone et DJ Vlad. Ça dure depuis longtemps, ça. Ça dure depuis 15 ans, ça. Mais ça t'étonne. C'est le macaroni là-bas. Glass Malone, il apparaissait dans les premiers DVD de Vlad. Que Vlad, c'était d'abord dans les DVD, hein.
Je me rappelle bien, en 2007, 2008. En plus, je me rappelle que Vlad, il faisait beaucoup d'interviews d'actrices porno. À l'époque. C'est ça son truc à la base. Il faisait beaucoup d'actrices porno. Je pense même que sa compagne actuelle est une ancienne actrice porno, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Mais Vlad, c'était beaucoup d'actrices porno avant. Hein. Everybody deserves love. Beaucoup. Ça, c'est la culture de Glass Malone. Là, c'est tout ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il parlait encore là, Tu vois, par exemple, Glass Malone, il dit qu'il déteste, il a aimé la musique et tout. Mais le personnage qu'il kiffe maintenant, c'est le Ye. C'est pas le Kenny West. Tu connais, tu vois pas. Oh. Quand il dit que parce que là, on voit véritablement qui il est, en fait. Ok, je comprends. Il dit que parce que là, vous voyez exactement ce que je vous disais sur le gars, là. I told you, this is a celebration. I told you. Ah, la nègrerie. Les gars nous fait une thèse sur la nègrerie, frère. Une thèse psychologique, là. Introduction, corps du devoir, conclusion. La vie de la nègrerie. Man. Moi, je pourrais jamais oublier son tweet sur Kid Cudi. Man, j'ai jamais autant écouté de rire sur le tweet. Street urban culture. Le gars a littéralement dit, let's see is Kid Cudi gonna stay hip hop. Je dis quoi? Attends. J'ai appris que ça dit quoi? Tu dis quoi? Je dis non. Je dis que, mais on peut, il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais on peut quand même avoir de l'empathie pour lui par le fait que sa voiture, on a fait exploser sa voiture et tout, donc je peux comprendre qu'il puisse aller témoigner. Il dit, il n'avait pas à témoigner, il pouvait boxer avec lui. Il pouvait boxer avec lui, c'est ce qui lui arrive, il a répondu au tweet comme ça. Il dit, mais, regarde les gars là. Les gars là ont une vibe que je comprendrai jamais.